Salut à tous, c'est la troisième vidéo sur l'adoption. Après l'adoption en raison de l'abandon ou du vol des enfants, nous allons voir l'adoption en raison du décès des parents. Ah, c'est bien de faire des vidéos sur les dessins animés, ça vous met en joie pour le reste de la journée. Pour Tarzan, c'est pratique, il est sans parents, Kala et Kerchak ont perdu leur unique enfant, tous ont été tués par Sabor, le léopard. L'adoption paraît la solution logique. Pourtant, il n'est pas adopté au sens strict par Kerchak, mais seulement par Kala. Enfin, si on peut encore parler de sens strict après tout ce qu'on a vu comme cas bizarre. La femelle gorille l'a trouvée dans une bâtisse construite par des humains dans la jungle, seul survivant après l'attaque de Sabor. Elle le prend avec elle et le considère comme son enfant. Le chef des gorilles et compagnon de Kala ne le reconnaît pas comme sien, lui, il accepte juste l'inévitable. Il tolère sa présence par amour pour Kala et parce qu'il comprend qu'elle ne cédera pas. I said he could stay. That doesn't make him my son. Non mais c'est bon, je respecte ton choix, je ferai juste comme s'il n'existait pas, ou je le regarderai d'un air méprisant quand je le croiserai. Ce n'est qu'à la fin de l'animé que Kerchak reconnaîtra Tarzan comme son fils, juste avant de mourir dans ses bras. Take care of them. My son. Oh, ça m'arrache tellement les tripes de reconnaître que j'avais tort. Tarzan grandit donc dans une famille monoparentale, mais semble bien s'entendre avec les autres gorilles, même si on le voit le plus souvent en compagnie de Turk, ou Tok en français, et Tantor, l'éléphant. Il n'y a pas d'autres humains dans la jungle. Tarzan est le seul de son espèce, nul ne peut donc le ramener dans un village auprès des siens, comme Mowgli dans le livre de la jungle. Il ne sait pas qu'il est adopté, il ignore même qu'il appartient à l'espèce humaine. Mowgli, lui, ne risque pas de l'oublier. Mowgli the man cub. It's a man cub. So you're the man cub. A man cub. The man cub. Ouais bon, bah ça va, je vous appelle pas fils de panthère ou d'éléphant, moi. Tarzan se rend compte de sa différence et interroge Kala à ce sujet, Why am I so different? mais celle-ci se contente de louvoyer sans lui donner de réelle explication. What do you feel? My heart. Come here. Your heart. See? They're exactly the same. Ah bah ça devrait simplifier certains cours de SVT. Le jeune homme lui en veut après sa rencontre avec Jane, une Anglaise venue observer les gorilles dans leur habitat naturel. Why didn't you tell me there were creatures that looked like me? Il prend tout d'abord le parti de quitter sa famille adoptive pour se joindre au monde des hommes, et donc d'accompagner Jane dans son voyage de retour comme elle le lui a proposé. Toutefois, après la mort de Kerchak, il décide de rester avec les gorilles et prend la tête du groupe comme l'héritier du chef décédé et surtout comme protecteur ayant fait ses preuves. Les parents de Quasimodo sont des gitans, ou en tout cas sa mère en est une. Pour son père, on peut seulement supposer que c'est l'homme présent dans le même bateau qu'elle à leur arrivée sur Paris. Si c'est le cas, à peine descendu sur la berge, il est emprisonné par Frollo. La mère, elle, meurt, tuée accidentellement par le juge, alors que celui-ci tente de lui arracher le paquet qu'elle tient contre elle, pensant que c'est un bien dérobé à quelqu'un. En réalité, il s'avère que c'est un bébé qu'elle cherchait à protéger. L'archidiacre de la cathédrale Notre-Dame, devant laquelle l'altercation a eu lieu, réussit à faire douter Frollo du fait que noyer le bébé comme il en a l'intention serait un acte de bonté envers l'humanité puisqu'elle le débarrasserait d'un monstre. Et même plus, il le fait culpabiliser au point que Frollo en vient à ressentir A twinge of fear for his immortal soul. What must I do? Pour sauver son âme, il accepte de recueillir l'enfant. Ah bon, on l'avait encore jamais faite celle-là. Toutefois, la relation du juge avec le bossu ne comporte aucune affection. Il n'est pas vraiment un père pour lui. Il lui donne une éducation minimale, joue le rôle de protecteur et va même jusqu'à décréter I am your only friend. mais même ce statut ne peut lui être reconnu. Deux amis sont sur un pied d'égalité, Quasimodo est le serviteur de Frollo, et le juge attend de lui une soumission totale, fruit de la gratitude de son fils adoptif pour l'avoir recueilli malgré sa difformité. Quant à Quasimodo, il semble plutôt avoir peur de Frollo que d'être vraiment proche de lui. Il n'ose même pas lui parler de son désir d'aller au Festival des Fous. Le sonneur de cloche ne découvre qu'à la fin de l'animé qu'en réalité sa mère ne l'a pas abandonné, mais qu'elle a été tuée par Frollo lui-même. Pourtant, il ne se venge pas de lui, ni quand le juge tente de le poignarder, comme ça, entre deux récitations de l'alphabet, ni ensuite lorsqu'il lui avoue son crime. Il le retient même par un pan de sa cape alors qu'il est suspendu au-dessus du vide. Mais lâche-le là! Allez, lâche-le là! Bon bah tu vas le lâcher, oui! Ouais, vas-y, lâche-le! Lâche-le, lâche-le! La loyauté de Quasimodo semble être à toute épreuve.
La mère de Todd, en VO, Rox en VF, est tuée par un chasseur au début de l'animé. Elle cache son fils qu'elle portait jusque-là dans sa gueule tout en courant pour échapper au fusil, au pied d'une barrière jouxtant 2 habitations humaines. Puis elle reprend sa fuite tout en s'assurant que les chasseurs la voient pour les attirer loin du bébé renard. Manœuvre plutôt subtile quand on pense à ce que Disney a pu montrer comme tentative de diversion dans d'autres de ses films. Tout comme la mère de Quasimodo, elle meurt donc en tâchant de sauver son enfant. Rox est d'abord abordée par Big Mama, la chouette, qui a assisté à toute la scène, mais ce n'est pas elle qui va l'adopter. Elle sert juste d'intermédiaire, à la façon de Bagheera. C'est elle qui choisit pour lui un parent d'adoption. Bagheera laisse le panier d'osier dans lequel se trouve Mowgli devant la tanière des loups en comptant sur le de la louve pour accepter le bébé. Big Mama, avec l'aide d'autres oiseaux, enlève un habit du fil à linge de Widow Tweed, veuve Tartine, l'une des 2 habitants, et le lâche sur Rox afin que la fermière le trouve en récupérant son bien. La chouette ne s'est pas trompée sur le bon cœur de la veuve, celle-ci adopte aussitôt le petit renard. On compte quand même beaucoup sur les individus de sexe féminin pour l'adoption, que ce soit chez les humains ou chez les animaux. La louve a eu des petits récemment, elle les nourrit et peut donc fournir à Mowgli le lait dont il a besoin. Allez hop, on va lui refiler un louveteau de plus, elle ne verra pas la différence. C'est une femme qui récupère Moïse après son voyage sur le Nil et l'adopte alors qu'il est du clan ennemi. Une femme aussi qui trouve Peter dans sa grotte. Aladar et Tarzan sont tous les 2 recueillis par des femelles. L'instinct maternel semble même avoir le pouvoir de décupler l'ouïe, parce qu'on a l'impression que Kala entend les pleurs de Tarzan à des kilomètres. Oliver est d'abord recueilli par un groupe majoritairement masculin, mais décide finalement de rester avec la petite fille qu'il adopte ensuite. Et d'ailleurs, au début du film, on ne voit que des femmes recueillir les chatons, il n'y a pas d'hommes. Je sais pas, l'adoption c'est peut-être pas un truc assez viril. Non, j'y tiens pas. Même dans Hercule, où c'est un couple qui découvre l'enfant, devinez qui se précipite en premier. Heureusement que Frollo est là pour montrer que les hommes aussi peuvent se laisser attendrir et décider d'adopter quelqu'un comme ça spontanément. La veuve Tartine prend soin de Rox, joue avec lui et prend même sa défense contre Amos Slade, le voisin, chaque fois que Rox fait des bêtises à l'extérieur de la ferme. Ce dernier est un chasseur et une menace pour Rox. La fermière, après une énième dispute avec son voisin, comprend qu'elle ne peut garder le renard avec elle indéfiniment et le protéger de la vindicte du chasseur. Elle choisit donc de le laisser dans une réserve de chasse afin qu'il y soit à l'abri. À nouveau, on retrouve une similitude avec Mowgli qui doit être ramené parmi les humains pour échapper au danger que représente Shere Khan. De même que Bagheera reste aux côtés de Mowgli même si ce n'est pas lui qui lui sert officiellement de parent d'adoption, Big Mama garde un œil sur Rox pendant son enfance à la ferme et l'aidera même une fois qu'il est dans la réserve. C'est elle qui organise la rencontre avec Vixie, une renarde de sa connaissance, pour que Rox ne reste pas seul dans ce lieu qu'il découvre à peine. Ce dernier se démarque un petit peu des autres puisque le spectateur ignore tout de l'ascendance de Moustique et de ce qui est arrivé à ses parents. Le dessin animé commence alors que le garçon a déjà 11 ou 12 ans et a été adopté depuis longtemps par Sir Hector. Un mec pour une fois. Bon, faut dire qu'il y a pas masse de femmes dans ce film, à part Madame Mime, la sorcière, dont l'instinct maternel me paraît un peu douteux. Sir Hector ne mentionne qu'une seule fois cette adoption sans préciser comment elle s'est faite et à quelle occasion. After all, I took him in, adopted the lad, you might say. Being his foster father, well, I'm responsible. Il connaît le vrai prénom du petit garçon qu'il a adopté. What? I mean Arthur. Mais visiblement pas le nom de son père, qui n'est autre que le roi de Bretagne Uther Pendragon, ce qui fait de Moustique, Arthur, l'héritier légitime du trône, comme on le découvre à la fin. Seul Merlin sait que Moustique est destiné à devenir bien plus que le simple écuyer de son frère adoptif Kay. Les paroles de Sir Hector montrent bien qu'il prend son rôle au sérieux. Il s'inquiète pour Moustique lorsqu'il ne le voit pas rentrer après être parti dans la forêt chercher la flèche perdue de Kay, et reproche même à son fils de l'avoir laissé faire. Toutefois, il ne se préoccupe guère de l'éducation du jeune garçon et se borne à lui donner des corvées à réaliser. L'image que le spectateur a de lui est principalement celle d'un homme sévère et autoritaire avec son protégé. Quant à Kay lui-même, il n'a pas l'air de se sentir coupable d'avoir laissé Moustique se débrouiller seul. Il reste indifférent à tout ce qui concerne le garçon et n'a aucune affection pour lui. Merlin considère les tâches domestiques confiées à Moustique comme une perte de temps et propose à Sir Hector de prendre lui-même en charge l'instruction du garçon. Son but est bien sûr d'en faire un roi digne de ce nom, même s'il ne révèle ce qu'il sait de l'avenir de Moustique, ni à celui-ci, ni à son père adoptif. C'est lui qui est le plus présent auprès du garçon dans le dessin animé, et c'est lui qui reste pour le guider après son couronnement, alors qu'on ignore ce qu'il advient de la famille adoptive d'Arthur une fois qu'il est devenu roi. Cette troisième vidéo sur l'adoption est terminée, il y en avait 3 de prévues, donc logiquement je devrais dire que nous en avons fini avec ce thème. Wait for it.
Mais j'ai décidé de faire une petite vidéo bonus, différente des autres, c'est pour ça que je ne l'ai pas comptée, toujours sur l'adoption, mais consacrée à un seul film d'animation. Comme il est moins connu que les autres qu'on a vus, ça me permettra de le présenter, de vous parler de l'adoption et de vous convaincre d'aller le voir, ou le revoir. Et puis comme c'est Noël, enfin le mois de Noël, décembre quoi, j'ai aussi prévu une autre vidéo, qui n'a rien à voir avec ce que je fais d'habitude, sur La Famille Addams, le film d'animation sorti en France aujourd'hui même. Voilà, ça fera donc 2 vidéos plus courtes et plus rapprochées qui vous permettront peut-être de découvrir des animés que vous ne connaissiez pas, parce que je trouve ça important aussi de découvrir des films d'animation qui ne font pas partie des studios les plus connus que je ne nommerai pas. Vous connaissez mes recommandations habituelles ? Mettez pouce bleu. La vie. Oh. Et si vous êtes vraiment sympa, vous pouvez aller sur Utip auquel je me suis inscrite. Je vous ai mis le lien en dessous de la vidéo dans la description pour soutenir ma chaîne d'une façon différente, soit par des dons, soit tout simplement en regardant des pubs ou même en les lançant et en allant faire autre chose si ça vous saoule de les regarder. Merci en tout cas de votre fidélité et à très vite. It's a state of being, a frame of mind. It's a most befuddling thing. And to every being of every kind, it is discombobulating. Bienvenue dans le tuto, je me déguise en Kerchak. Je sais pas qui a eu cette idée, c'est probablement moi, mais non, c'est vraiment pas une bonne idée. Alors on va commencer par la moumoute. Le problème c'est qu'il a un truc qui tient en l'air à des kilomètres, je ne sais pas au niveau de la gravité ce que ça va donner. J'ai pris des trucs à empiler comme ça, et puis je vais essayer de les faire tenir avec cette écharpe. On va voir ce que ça va donner. Hein. Eh, on est pas mal, franchement. Elle part vachement haut. Bon, faut juste plus bouger maintenant. Allez, on repasse au maquillage. Bon, je vais pas tout vous montrer, hein. Pour l'instant, j'ai juste délimité ce qui sera en gris et ce qui sera en noir à l'extérieur. Je pense que je vais en foutre sur l'écharpe, hein, tant pis. Il fait bien chaud d'ailleurs là-dessous, hein. C'est heureusement que je fais ça en hiver. Pour l'instant, elle s'est pas pété la gueule. Je suis plutôt contente, je sais même pas si vous arrivez à la voir en entier dans la caméra là. Mais bon, voilà, donc du coup je vais partir pour faire le gris comme ça. À tout à l'heure. Bon, première étape c'est fait, le gris un peu blanc finalement quand même, mais bon, gris. Bon, comme je suis perfectionniste, évidemment j'ai passé 3 plans, mais je suis même pas satisfaite, mais on va passer au noir, hein. Je tremble beaucoup trop pour faire ça en fait. Et voilà, ça c'est fait. J'ai le nez qui me gratte maintenant. J'avais gardé un t-shirt en dessous pour faire le torse. Bon, c'est pas tout à fait de la même couleur que le visage, mais... Oh, ça m'arrache tellement les tripes de reconnaître que j'avais tort. Putain, j'ai le nez qui gratte. Bon bah voilà, c'est fini. On va pouvoir retirer la perruque. Oh là. Oh là là. Ça fait du bien. Et encore un peu, je pourrais presque faire Cruella. J'ai les bonnes couleurs. Et voilà, 2 heures à faire, 2 minutes à défaire.